Bien, je suis ravi de vous accueillir ici, chers élèves, chers enfants de Mani, à la Maison de l'Environnement. Je vais être très très bref, juste pour remercier Ginette Kolinka de sa venue ici dans notre commune de Manille-les-Hameaux pour parler avec vous en tant que témoin de ces temps qui peuvent vous paraître très lointains, mais qui sont une réalité qu'il faut bien garder en tête, et surtout pour vous-même et pour votre avenir. Je remercie pour l'organisation de la venue de Ginette Kolinka, vos enseignants et l'équipe éducative du collège. Vous m'expliquiez tout à l'heure que cette venue s'est faite parce que une personne de la famille de Ginette Kolinka est au collège et les discussions ont permis de pouvoir, dans l'agenda très complet de Ginette Kolinka, de pouvoir lui permettre de venir aujourd'hui ici. C'est vraiment quelque chose, je tiens à vous le préciser, d'exceptionnel. Et Ginette Kolinka transmet ces messages partout, autant que possible, de manière inlassable, depuis maintenant bien des années. Voilà, mesurer ce caractère exceptionnel que vous avez, et surtout derrière, je vous inviterai à transmettre tout ce qui a pu se dire et tout l'échange que vous avez la chance d'avoir aujourd'hui. Je peux y aller? Parce que comme le temps est compté, parce que moi j'ai beaucoup de choses à raconter, et si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous en avez ouvert pour ce soir, 8 heures et encore. Alors, j'ai vu une petite jeune fille qui se secouait, qui avait trop chaud. Elle se servait d'un ventilateur. Est-ce qu'elle peut se lever, s'il te plaît? Voilà. Et bien, puisque tu as trop chaud, c'est toi qui vas répondre à mes questions. Comment tu me trouves? Non, non, je sais que je suis belle. Écoutez-moi, mademoiselle. Vous avez chaud comme ça? Alors, comment je me trouve, c'est pas ça. Est-ce que tu me trouves normal? Comment? Alors, il faut quelqu'un à côté de moi parce que je n'entends pas. Ou alors on recule le... Ah voilà, parce que moi je suis très très sourde. Mes oreilles ont servi qui s'entendent. Excusez-moi, Madame Kolinka, excusez-moi. Il y a une petite règle du jeu. Chaque fois que vous avez à parler, donc il va falloir qu'on vous passe un micro pour que le film l'enregistre. D'accord? Et comme ça, tout le monde vous entendra bien. La personne qui va monter les escaliers à chaque fois, la pauvre, je la plains. Alors, je vous ai posé une question, mademoiselle. Comment, j'ai dit d'abord comment me trouvez-vous, mais ce n'est pas la bonne question. Est-ce que je suis normale? Ah oui. Bien, très bien. Alors, tu passes le micro à quelqu'un devant toi. Voilà, très bien. Allez. Alors, maintenant, c'est toi qui l'es. Est-ce que tu me trouves normal? Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est tout. Vous êtes deux à me trouver normal. Je demanderai à 25 personnes s'ils me trouvaient normal. Oui, je suis normal. Eh bien, tu peux t'asseoir. Pour un monsieur qui s'appelait Hitler, j'étais pas normal. Et pourquoi j'étais pas normal? Parce que j'étais juive. Alors, Hitler haïssait, détestait les Juifs. Il voulait tuer tous les Juifs d'Europe. En ce moment, je crois que ça aurait arrangé pas mal de monde. Bon, il voulait tuer tous les Juifs d'Europe.
tu me trouves normal, elle m'a trouvé normal, il m'a trouvé normal. Comment reconnaître un juif d'un non-juif? C'est pas marqué sur le front qu'on est juif. Alors, en Allemagne, les juifs, ils les obligeaient à se promener avec un panneau qui disait qu'ils étaient juifs. En France, pas le cas. En France, on va nous obliger à aller nous faire recenser dans les commissariats ou ce qu'on voudra. Et on sortait de là avec sur nos cartes d'identité un gros... Je m'excuse, mais vous avez si chaud que ça? Il fait tellement chaud? Parce que, vous savez, il suffit que j'aie le regard attiré par quelque chose et après, je suis obsédée par ce quelque chose. Alors, si vous avez très très chaud, je ne sais pas, peut-être qu'il vaut mieux que vous sortiez pour prendre l'air. Ça ne me gêne pas que les gens sortent et reviennent. Ça ne me gêne pas du tout. Donc, je suis... Hitler voulait tuer tous les juifs. En Allemagne, on les promenait avec des panneaux qui disaient qu'ils étaient juifs. En France, ils ont trouvé autre chose. On doit se faire recenser dans les commissariats. C'était à Paris, je dis commissariat. Ailleurs, c'était peut-être les mairies, j'en sais rien. En tous les cas, on va dans ces bureaux du commissariat, ils prennent nos identités et on sort de là avec sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. Est-ce que quelqu'un a une carte d'identité? Parce que, comme il y en a... Bon, où elle est? Comment? Dans la poche. Dans la poche. Très bien. Est-ce qu'il y en a un autre qui a une carte d'identité? Où est-ce qu'elle est? Chez moi. Chez toi. Encore un troisième. Est-ce qu'il y a un troisième qui a une carte d'identité? Où est-ce qu'elle est? Chez moi. Chez moi. Chez toi aussi. Alors, comment voulez-vous qu'il voulait nous humilier en même temps qu'il mettait ce tampon sur le cap? Et si, comme le fait, on ne se promène pas avec la carte d'identité au bout du bras, elle est dans la poche, elle est dans le stock. On n'est pas humilié puisqu'on ne va pas. Alors, il a trouvé la bonne solution, obligé de porter une étoile jaune bordée de noir, et à l'intérieur de cette étoile, il y avait marqué Yud, ça veut dire juif. Et maintenant que tout le monde voit qu'on est juif, eh bien, il y a des lois qui vont être promulguées. Les juifs n'auront plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Les non-juifs, on les appelait des ariens. Pas de contact avec eux. Donc, il y a des métiers qui vont nous être interdits. Un médecin, un chirurgien, un dentiste, un commerçant. Comment voulez-vous que l'on ne soit pas devant quelqu'un? On ne leur demande pas s'ils sont juifs ou c'est pas juif. Ils sont devant vous, ils viennent se faire soigner, ils viennent se faire défendre. Eh bien, plus le droit d'exercer notre métier. Mon père était un petit fabricant d'imperméables. Il a 2-3 ouvrières, elles ne sont pas juives, il n'aura pas le droit de mettre un pied dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui font les marchés, elles sont derrière leur étalage, les clients s'approchent, eh bien, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit, tu es juif, tu n'as plus le droit de faire les marchés. Il y avait, pour remplacer les juifs dans leur métier, des personnes, j'avais le nom tout à l'heure dans la tête, je l'ai perdu, et ils remplaçaient les juifs. Alors, ces personnes, il y avait un commissariat aux affaires juives. Est-ce que ces personnes allaient dans ce bureau? Moi, je veux remplacer les juifs de leur travail. Est-ce que les désolés de fils? Je n'en sais rien. En tous les cas, mon père ne peut plus travailler, mes soeurs ne peuvent plus travailler. J'ai à l'époque 14-15 ans. Je suis désolée, il faut que je boive un peu. J'ai un petit bout de gâteau qui est coincé dans ma gorge. Il est parti. Merci.
ben moi j'ai 14-15 ans, étant donné que je suis la petite dernière d'une famille de 6 filles, eh bien on n'a pas trop de grand-chose dans la tête quand on est la petite dernière. Les aînés vous commandent, les aînés. Et donc, moi je suis contente, papa ne travaille pas, mes soeurs ne travaillent pas, chouette. On va toujours être ensemble et je suis contente. À l'époque, je ne réfléchissais pas que si papa ne travaille pas, si les soeurs ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y aura plus rien, il n'y a plus d'argent. Alors, on est resté comme ça jusqu'en 42. Je profitais de mes sœurs, je profitais de mon père, chose qu'on ne faisait pas régulièrement avant. Et en 42, un monsieur vient nous prévenir, il travaille à la préfecture de police, j'ai un dossier sur mon bureau qui parle de vous. Vous êtes dénoncé. Dénoncé, mais on ne peut pas être dénoncé. On est juif et on sait faire. Non, non. Vous êtes dénoncé parce que vous êtes communiste. Et Hitler craignait les communistes parce que parmi les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Et qui dit résistant dit sabotage. Donc, quand il pouvait en choper, vous pensez bien que la police ne se gênait pas. Donc, ce monsieur nous prévient. Vous êtes juif et vous êtes communiste. Attention, attention, vous allez être surveillés de très près. Et il nous conseille de quitter la zone occupée pour aller en zone libre. Zone occupée, zone libre, c'est comme si c'était deux pays différents. Qu'est-ce qu'il faut pour passer une frontière? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vas-y. Comment? Passeport. Exactement. Est-ce que tu te rappelles comment sont nos papiers? Passeport ou carte d'identité? Il y a notre photo dessus. Comment? Il y a notre photo dessus. Je suis désolée, je suis très sourde et j'entends pas. Ah non, oui, d'accord, tu as une photo, tu as une description, mais est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit tout de suite? Il y a écrit juif dessus, le tampon. Voilà, très bien, c'est ce que... Bravo. Je ne sais pas si on t'a soufflé, mais c'est bien. Alors, il y a ce fameux tampon juif. Un tampon juif, ça nous empêchait de quitter le lieu où on s'était fait recenser. Donc, les cartes ne vont pas nous servir. On va les brûler. On pourrait les déchirer. Déchirer, ça laisse des traces. On va les brûler. Et on va faire des faux papiers. Pour faire des faux papiers, ça a été facile. Parce que parmi les communistes, il y a beaucoup de résistants. Parmi les résistants, il y en a toujours qui faisaient des faux papiers. Donc, on va faire des faux papiers. Mais tant qu'à faire, mon nom de jeune fille, c'est Cherkassky. C'est pas breton, hein. Et c'est pas rien non plus. C'est d'origine, je disais russe. Alors maintenant, j'ai appris que c'était d'origine ukrainienne. Donc, c'est d'origine ukrainienne ou russe, comme vous voulez. On ne peut pas se servir de notre nom. On va prendre un nom, on a des amis, ils vont nous prêter leur nom. On va faire des faux papiers à leur nom. Mais surtout, du fait qu'on a des papiers à leur nom, on va à peu près, un petit peu, connaître un peu leur histoire, mais surtout, on va se rappeler qu'ils sont catholiques et qu'ils vont à l'église. Donc, on a des adresses d'église, ça c'est très, très intéressant. On passe à la ligne de démarcation, papa ne veut pas qu'on passe tous ensemble. Il nous partage en 4 groupes, mais il y aura un point de ralliement, Aix-les-Bains. Tout le monde s'est retrouvé à Aix-les-Bains. Ah, ben alors ça veut dire que ça s'est bien passé, le passage. Ah non, pas pour tous. 2 groupes, rien. Ils passent exactement comme ils avaient rendez-vous et ils sont maintenant en zone libre. Un autre groupe, mon père, ma mère, une sœur. Ils ont rendez-vous
à la gare de Lyon, à Paris. Ils vont prendre le train, ils sont dans une certaine voiture, mais quand ils vont arriver à Lyon, il faut qu'ils descendent au début de ce wagon, et à la descente du wagon, il y aura quelqu'un qui va les attendre. Tout se passe comme ils font, ils sont dans le wagon, ils vont descendre, ils descendent de A. Eh bien, personne. Tout le monde part, le train se vide, et sur le quai, il va rester 3 personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Ma mère, quand elle racontait cette histoire, on est resté des heures. Mais non, maman, t'exagères, il y avait papa, il y avait Jacqueline, t'es pas resté des heures. Mais c'est vrai que quand on a peur, 1 minute, c'est 1 heure. Ce monsieur avait un peu de retard, il est venu les chercher. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Toutes les 3, on doit prendre le train à Paris, on doit descendre à Angoulême, on doit aller au buffet de la gare, et là, on trouvera la personne qui va s'occuper de nous. Je suppose que mes sœurs connaissaient cette personne. On prend le train, on descend à Angoulême, on va au buffet de la gare. Dès que le train qui nous a emmenés de Paris à Angoulême a quitté la gare, à peine le train démarre, que toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Plus personne ne peut ni entrer ni sortir. Contrôle des papiers. On a des papiers, mais ils sont faux, ils s'en aperçoivent, et on va rester en prison quelques jours à Angoulême. Nous, à Angoulême, on était dans des grandes salles, c'était pas des cellules. J'avoue franchement que ça s'est très bien passé. On ne réalisait pas, on était 3. Je suis avec la 3e, en partant de la dernière, et on a le même caractère, toutes les 2. On fait partie des auberges de jeunesse. Eh bien, comme on était dans une grande salle commune, on chantait, on ne réalisait pas ce qui allait arriver. Donc, presque c'était une gloire. Ginette a fait de la prison. Donc, on chantait, les jeunes qui étaient avec nous connaissaient toutes les chansons, et au bout de 2 jours, une journée, je ne me rappelle plus du tout, on est reconvoqué, on a vérifié, vous n'êtes pas juive, et puis d'ailleurs, ça se voyait bien, rien qu'à votre comportement. Alors là, on en a entendu sur les juifs, on s'en fout, tout ce qu'ils peuvent dire, on ne va pas discuter, et on part. Et on est passé par Chalon-sur-Saône, là ça s'est bien passé, et maintenant on est à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'était pas le but final. Aix-les-Bains, c'était pour qu'on soit tous ensemble. Eh bien, moi, quand j'étais à Aix-les-Bains, je me suis prise pour une millionnaire. J'avais jamais mangé au restaurant, j'avais jamais couché dans un hôtel, et à Aix-les-Bains, on mange au restaurant, on couche à l'hôtel. Oh ben, Ginette, elle est millionnaire. Hein. On n'est pas resté longtemps parce que papa nous serons, n'avait plus d'argent. Et on devait, à Aix-les-Bains, partir pour Avignon. C'était ça le but. Ma sœur avait des amis à Avignon. Elle leur demande de nous trouver quelque chose. Ils nous ont trouvé quelque chose, non pas à Avignon, à côté d'Avignon, à Montfavet. Ce monsieur a une grande propriété, c'est devenu d'ailleurs un hôtel, et il va nous louer tout son premier étage. On va y rester 3 mois chez lui. Et pendant ces 3 mois, là, ça devient critique, il n'y a plus d'argent. Donc, il faut absolument qu'on trouve du travail. J'ai 2 sœurs qui sont secrétaires. Moi, j'ai fait 1 an de cours commerciaux. J'ai jamais travaillé, mais j'ai eu mon diplôme. Toutes les 3, à Avignon, on se renseigne. Il n'y a pas de travail, ce n'est pas une ville industrielle. Il n'y a rien pour nous. Mais on nous conseille, vous devriez aller à côté d'Avignon, à Vedène.
il y a une grosse boîte de Paris qui s'appelle Péchinet, qui dès le début des hostilités en 1941, eh bien, a emmené tous ses bureaux à Vedène. Peut-être que là, vous avez une chance. On a écouté les conseils, en effet, mes sœurs, des personnes qualifiées, oh là là, mais vous allez commencer demain, mesdemoiselles, n'attendez pas la semaine prochaine. Mais vous, c'était moi qui parlais, vous-même, vous dites que vous avez un diplôme. Ça, le diplôme, c'est vous qui le dites. Et c'est vrai que vous ne vous baladez pas avec vos diplômes, mais ça ne fait rien. On va vous faire des tests. Mais vous dites que vous n'avez jamais travaillé. Eh bien, nous aussi, on a nos débutants. Donc, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que j'ai la larme à l'œil? Est-ce que ce monsieur se rend compte que l'époque est cassée? Allez, on vous embauche aussi. Donc, on est 3 à travailler dans les bureaux. J'ai 2 sœurs, vous vous rappelez, qui faisaient les marchés. Mon père se renseigne. Est-ce qu'il y a possibilité de faire les marchés? Oh ben oui, naturellement, il y a possibilité. Et il vous faut du matériel, de la marchandise. Quand vous avez tout ça, eh bien, et puis aussi une autorisation. Hein, il faut, ça s'appelle une patente. C'est quelque chose qui donne le droit de faire les marchés, une patente. Quand vous avez ces 3 choses-là, pas de problème. Il y a un car qui part tous les jours de la gare d'Avignon pour emmener les forains. Alors c'est Orange, Carpentras, Cavaillon. Tous les jours, il y a un autre marché. C'est faisable. Et pendant qu'on se renseignait, tout ça, on est toujours chez ce monsieur, hein, à Montfavet. Et en se renseignant à droite, à gauche, mon père est tombé sur le maire d'Avignon, un très brave monsieur. Ils ont sympathisé. Ce monsieur a donné à mes sœurs des petits logements et à nous une maison qui était complètement vide dans la rue, qui est la rue principale d'Avignon. Et la maison était vide. Ma mère a beaucoup de goût. Mon père, ma mère ont fait les brocantes. Les filles, on dormait sur les matelas par terre, mais ça nous était égal. On dort très bien par terre. Et mon père avait trouvé un lit d'occasion. Et on s'était. Alors, il y avait quand même. Il fallait bien manger sur une table. Hein. Il y avait des chaises. Donc, c'était très, très rudimentaire. Mais pour nous, les filles, c'était très bien. J'ai jamais pensé à mes parents. Pour eux, ça devait être très, très dur de vivre à Avignon. Ils ont quitté une maison avec des beaux meubles, ils ont mis ils ont mis des années pour s'installer. Ils étaient bien installés, et puis il a fallu qu'ils quittent tout ça. Mais quand on est jeune, on ne pense pas à ses parents. Moi, j'étais heureuse, j'étais à Avignon, j'étais bien. On va y rester jusqu'en 1942, et en 1942, c'est là qu'on est dénoncé. Pardon, je m'excuse. On va y rester jusqu'en 1944. Alors, en 1943, la France est complètement occupée. Donc, là, cette grosse boîte qui s'appelle Péchinet n'a plus de raison de rester à Avignon. Il remonte sur Paris. Nous, on ne peut pas les suivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le mari de celle qui travaille dans les bureaux avec nous, eh bien, avait déjà commencé les marchés. Elle va le rejoindre, elle va travailler avec lui. Et nous, les 2 plus jeunes, eh bien, mon père, en parlant avec le maire d'Avignon, il nous a donné une place sur les remparts d'Avignon. Et tous les jours, c'était toute la journée, le matin, on déballait, et puis le soir, on rentrait les invendus. C'était agréable, c'était pas fatigant, ça nous plaisait. Et on a fait ça jusqu'en 1944. On est en mars 1944. Habituellement, je suis avec ma sœur. On est toutes les 2, on s'arrange. Si elle est partie la première la veille, ben le lendemain, elle partira déjeuner la seconde. Mais le 16
je me mélange dans les dates, excusez-moi, hein. En mars 1944, il y a une cousine qui vient nous voir, et du coup, on est 3. Alors, qui va partir la première? Toi, moi, elle, on n'arrive pas à s'entendre. Eh bien, on tire au sort, et le sort désigne Ginette. Mais Ginette veut maigrir. Ginette, elle est trop grosse, elle veut maigrir. Eh bien, elle n'a pas de volonté, alors elle mange trop. Eh bien, ce jour-là, ce 13 mars 1944, on croirait une journée, je ne dis pas d'été, mais de printemps, un printemps chaud. Il y a un beau soleil. Je pense qu'à l'heure creuse, il n'y a pas de clients. Je vais pouvoir me dorer au soleil, je vais pouvoir bouquiner. Eh bien, je donne mon tour à mes sœurs et à ma cousine. Et c'est elles qui vont partir déjeuner. Moi, je n'ai pas envie de déjeuner. Elles reviennent, elles me vantent la qualité du repas. Ah, je ne peux pas laisser passer ça. Ça a l'air d'être tellement bon. Eh bien, je vais déjeuner. Je rentre. Dans la rue, je n'ai rien vu. Ça, c'est sûr, il n'y avait rien. Je rentre à la maison. Mon père est devant la Gestapo. Est-ce que c'est mon père qui m'a dit « On vous a dénoncé parce qu'on était juifs, ils viennent nous arrêter ». Est-ce que c'est la Gestapo, on vient vous arrêter, vous êtes juif? J'entends le mot, mais non, on n'est pas juif. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? On n'est pas juif du tout. Quand j'ai répondu ça, quand on a passé la ligne de démarcation à Angoulême, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous a quand même mis en prison, mais au bout de 2-3 jours, ils nous ont relâchés. Moi, je crois que là, ça va être pareil. Ah non, là, c'est pas pareil, parce qu'il y a 3 personnes du sexe masculin qui... donc, la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Eh bien, puisqu'on est dénoncé parce qu'on est juif et que nous, on dit qu'on n'est pas juif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont constater. Et ils emmènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les font déculottés, ils sont circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés avaient raison. Immédiatement, ils nous ont jetés dans une voiture qui était devant la porte. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il n'y avait rien. Et bien là, maintenant, il y a 2 voitures. Il y en a une, c'est des tractions avant, c'est le moyen de locomotion de la Gestapo. Ils vont nous jeter dans la première voiture, tous les 4. Derrière, il y a l'autre qui suit. Et ils nous emmènent en prison à Avignon. On va rester une journée, une nuit à Avignon. Le lendemain matin, on nous réveille, vous ne restez pas là. Il y a un car qui est là, plein de juifs qui ont été arrêtés il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a un mois. On va compléter l'autocar et ils vont nous emmener à Marseille, à la prison des Baumets. Là, à Marseille, je suis séparée des hommes, c'est-à-dire mon père, mon frère et mon neveu, et moi je vais être avec les femmes. Quand on est sorti au bout d'une dizaine de jours de la prison pour rejoindre Paris, là j'ai appris qu'eux étaient dans des cellules alors que nous on était dans une salle commune. On est dans un wagon. À Marseille, on a pris un wagon tout à fait normal. Il était surveillé aux extrémités par des gendarmes français et des gendarmes allemands. On arrive à la gare de Lyon. Gare de Lyon, il y a l'autobus qui nous attend et il va nous emmener à Drancy. Tous les Juifs qui étaient arrêtés en France étaient amenés à Drancy. Les étrangers étaient ailleurs. Les Juifs étrangers étaient ailleurs, dans une banlieue, mais je ne me rappelle plus du nom. Et les Juifs français, on est beaucoup, l'autobus est presque plein,
et il nous emmène à Drancy. Alors, Drancy, on est d'abord dans un endroit où on doit décliner nos identités, on doit donner nos bijoux, ceux qui en ont, et ceux qui ont de l'argent doivent le donner aussi. Et puis quand on nous a dépouillé de tout ça, on va nous emmener. Là, Drancy, pour moi, n'a pas été un mauvais souvenir. Là, on est séparés pour la nuit, des hommes, des femmes. Même les couples ne dorment pas ensemble. Et le lendemain, dans la journée, on a le droit de se promener, on fait ce qu'on veut. À Drancy, c'était un lieu qui a pu... le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent sur le lieu de travail. Donc, les premiers gratte-ciel sont sortis du sol à Drancy, ça logeait les familles. Et en bas des gratte-ciel, ils avaient commencé à construire des bureaux, très certainement, qui auraient servi peut-être de prison temporaire. En tous les cas, quand Hitler est arrivé, ce lieu lui a plu. Et tout de suite, il y a mis d'abord les prisonniers de guerre, et puis après, les prisonniers de guerre sont partis en Allemagne, et ça a été remplacé par les Juifs. Drancy, moi, je n'ai qu'un beau souvenir. C'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, j'ai fait connaissance avec des jeunes, on chantait, on blaguait, toute la journée. Le premier jour, toute la journée, il n'y avait rien à faire. Je suis restée avec mon père, mais maintenant, vous, avec les pères, vous êtes très libres. Mais à mon époque, peut-être que c'était chez moi que c'était comme ça. Papa était le seul qui ramenait l'argent à la maison. Donc la mère nous mettait papa sur un piédestal. Il ne faut pas fatiguer papa, il ne faut pas blaguer à table, il ne faut pas parler à table, il ne faut pas rire. Papa a beaucoup de soucis, alors vous restez tranquille quand on est là. Donc je craignais mon père. Et là, je craignais pas parce qu'il nous frappait, hein, jamais, 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 et parce que je n'osais pas lui parler. Et là, je suis toute la journée avec lui, je ne sais pas quoi dire. Alors, on est arrêté. Pour moi, quand on était arrêté, c'est pour aller dans un camp de travail. Et je lui expliquais, toi, papa, tu ne pourras pas ce qu'on va faire. C'était mon neveu qui avait 14 ans, et moi. Eh bien, quand tu étais jeune, tu nous disais que tu fabriquais des pantalons. Dis-leur, peut-être qu'il y a un atelier, peut-être qu'il y a des réparations d'art. Et moi, avec Jojo, eh ben nous, on va travailler dans les champs, on va travailler en usine, parce que toi, tu ne peux pas faire des gros travaux comme ça. Mon père m'a toujours laissé parler. Il aurait pu me dire, mais Ginette, descends sur terre, regarde dans la cour, regarde ceux qui se promènent, regarde ce monsieur, il a une jambe en moins, regarde celui-là, il a bras et jambes en moins, c'est des blessés de guerre, de la guerre de 39, de la guerre de 14. Tu crois qu'ils les ont arrêtés pour travailler dans un état? T'as vu cette dame? On la pousse, elle tombe par terre tellement elle est maigre. Tu crois qu'on l'a arrêtée pour travailler? Et encore mieux, regarde les enfants. T'as vu? Le petit, il a quel âge? 4 ans. Et l'autre, il a quel âge? 7 ans. Tu crois qu'on les a arrêtés pour travailler? Mais arrête de rêver, Ginette. Moi, j'ai peur. Eh bien, jamais il m'a dit un mot pareil. Et jusqu'au bout, moi, je voyais ce qu'il voyait, mais j'étais dans mon idée comme travail, et j'allais travailler dans un camp. Alors, on est resté une dizaine de jours à Drancy pour partir dans un train, vous avez dû le lire, un train sans confort, on était par terre, il y avait un petit peu de paille. Notre wagon, malheureusement, n'avait pas de fenêtre, mais il y avait quand même un peu d'air parce qu'il y avait des volets qui étaient un petit peu ouverts. Il y avait les planches du wagon qui n'étaient pas très soudées, ça laissait passer un peu la lumière, alors que ceux qui ont eu des wagons avec des fenêtres, naturellement, les fenêtres, elles étaient grillagées, elles avaient des barreaux, mais au moins celles-là, elles ont vu le jour, elles ont vu la nuit, et elles ont vu surtout les gares qu'elles traversaient. Elles savaient qu'elles allaient dans l'Est,
alors que nous, on ne savait rien. Le train va voyager comme ça pendant 3 jours, ça a été une horreur, il n'y avait rien. La nature s'est fait sentir, on cherche une porte dans le wagon, ça doit être les toilettes. Eh bien non, il n'y a pas de porte, il n'y a que la grande porte principale. Alors, comment on va faire nos besoins? Ben, quand on est rentré, il y avait un seau qui gênait, donc on l'a mis dans un coin du wagon. Après, on s'est rendu compte que ce seau, c'était pour faire nos besoins. On ne peut pas faire les besoins devant tout le monde. Là, quand on a quitté Drancy, on a tous eu le devoir d'emmener sur notre bras gauche une couverture. Et mon père avait beaucoup maigri et il a été content quand on montait dans les autobus qui nous emmenaient à la gare, de me montrer que dans son pantalon, il avait glissé 2 couvertures. Donc lui, il avait 3 couvertures. Et puis beaucoup en ont fait comme lui. Ça fait que quand il a fallu isoler l'endroit, eh bien, quelques couvertures supplémentaires ont servi pour isoler. Alors maintenant, au moins, on ne nous voyait plus, mais on entendait et on sentait aussi. À un moment donné, le seau était plein, les personnes qui étaient assises à côté se sont pas rendues compte que ce n'était pas la bonne place, elles étaient là, elles étaient contentes. Eh bien, maintenant, elles ont des éclaboussures. Avouez franchement que ce n'est pas agréable. Alors, elles ne laissaient plus personne s'approcher du lieu d'aisance. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin, vous ne pouvez pas y aller, ça part dans la culotte. Alors, imaginez l'odeur, un wagon, il n'y a pas de fenêtre, on est dans un wagon 60-70, des personnes qui ne se sont pas lavées pendant 3 jours, des personnes qui ont fait leurs besoins sous eux. C'était une infection. Le train s'arrête, les portes vont être déverrouillées. Un plaisir, un air froid, rentre dans le wagon. En un quart de seconde, la mauvaise odeur a disparu, mais en même temps, les ordres arrivent. Il faut descendre du wagon. Alors, il y a des mamans qui veulent reprendre des valises, qui veulent habiller leurs enfants. Tel que vous êtes, vous descendez des wagons. Aucun bagage ne sera pris par vous. Alors, on descend. Je suis prête à descendre. Je suis sur le sol du wagon pour sauter sur le quai. Et sur le quai, j'entends des hurlements, des commandements. Ce sont les officiers qui donnent des ordres. Moi, je ne connais pas du tout l'allemand. Je ne parle pas du tout le patois juif de l'Est qui s'appelle le yiddish. Ceux qui parlent le yiddish comprennent l'allemand, parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Alors, on me donne la traduction. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher, le train s'est arrêté, mais ce n'est pas le cas. Il va falloir marcher à travers champs, c'est difficile. On a mis à votre disposition des camions. Oh, moi j'entends ça, papa Gilbert, prenez le camion. Donc, papa Gilbert ont pris le camion et d'autres personnes, comme eux, ont pris le camion. Et les autres, on va marcher. Et c'était vrai que c'était dur. On arrive à mi-chemin, j'aperçois des fumées, des cheminées qui crachent une fumée un peu blanchâtre, un peu bizarre, qui une odeur, on ne peut pas l'expliquer. Et maintenant, on est dans le camp. Alors moi, je voyais un camp de travail avec l'usine et puis l'abri pour les ouvriers. Eh bien, en fin de compte, cette usine, je l'ai vue, elle crachait de la fumée. Mais le lieu pour habiter, alors là, ça doit être un très grand établissement à perte de vue, des baraques.
Et ce qui me chiffonne, ou ce qui me semble bizarre, c'est que ces baraques sont entourées de murs de barbelés. J'ai appris que ces murs de barbelés étaient électrifiés. Les murs de barbelés, tous les 20 mètres, 25 mètres, il y a des espèces de petits bâtiments, ça s'appelle des miradors. Il y a des soldats dedans. Alors, vous avez des miradors, les soldats sont à l'air, sur des espèces de petits bâtiments, et ils ont une mitraillette dirigée à l'intérieur du camp. Par contre, il y a d'autres miradors qui sont là tous les 200 mètres, ou je ne sais pas trop exactement, 200 mètres, c'est-à-dire beaucoup plus éloigné. Et là, les miradors, ce sont des petits baraques en hauteur, et on aperçoit des soldats, des officiers avec des jumelles. Maintenant, je suis dans le camp, on se dirige vers un bâtiment, il est en pierre, c'est le seul qui est comme ça, sinon c'est tous que des baraques en bois ou en briques. On arrive dans une salle, elle est vide, il y a 3 ou 4 tables qui sont là. Derrière ces tables, il y a des femmes, elles sont 2 par table. Nous, on est devant, il faut se mettre en rang. Les nazis, quand on dit en rang, c'est pas n'importe comment. Un rang, c'est bien droit, tout le monde pareil. Les doigts de pied doivent être à la même hauteur que tous les autres doigts de pied. Les talons doivent être tous à la même hauteur. On reçoit des coups de pied dans les talons, des coups de pied dans les doigts de pied. On est maintenant placés comme ils veulent. Et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Alors, on enlève les manteaux, on enlève les vestes. Schnell, schnell. Schnell, ça veut dire vite. Donc, il faut encore enlever autre chose. Alors, on l'enlève. Ça ne suffit pas. Il faut encore enlever. Alors maintenant, on est en combinaison. Les femmes portaient des combinaisons. Pas des combinaisons comme les militaires, non, des combinaisons. C'est de la lingerie. Eh bien, il faut l'enlever. Et maintenant, on est en culotte et soutien-gorge. Eh bien, là aussi, il faut l'enlever. Les nazis ont exigé de nous, pour nous humilier, pour nous abaisser, une nudité complète. Je suis malade. Moi, je suis malade de cette nudité. Je n'ose plus regarder. Il n'y a que des femmes, hein, et ça fait rien. Je ne les connais pas. Donc, je n'ose plus regarder personne. Je cache mon sexe, je cache. J'ai honte, mais de temps en temps, quand même, j'ouvre la paupière et j'ai vu des corps de femmes que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui étaient très, 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 très grosses. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui étaient très, 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 très maigres. J'ai vu tout ça. Et maintenant, je suis devant la table où il y a ces 2 femmes. Il y en a une. Et alors, est-ce que c'est moi qui ai marqué mes coordonnées ou est-ce que c'est elle qui les a marquées quand je lui donnais? Mais en même temps, l'autre à côté, alors que je cachais mes seins, a pris mon bras et sur mon bras, elle m'a mis un numéro. Moi, j'ai le numéro 78 599. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que c'était parce que j'étais la 78 millième du transport? Est-ce que je n'en sais rien. Mais j'ai des camarades, elles ont frotté, elles pensaient que ça allait partir. Non, pas du tout. Alors beaucoup, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as eu mal? Est-ce que d'avoir ce numéro, ça te gêne? Mais je m'en fous de mon numéro. Moi, je suis nue, et ça, c'est affreux. Alors maintenant, on a été tatoués, on nous emmène dans une autre salle. Vous avez des femmes, 2 femmes, 3 femmes, je ne me rappelle plus, debout derrière un tabouret. À tour de rôle, on va s'asseoir sur ce tabouret, et vous avez toutes les dames qui attendent leur tour et qui regardent.
et on vous enlève les poils du sexe. Les nazis ont fait tout ce qu'il fallait pour nous humilier, pour nous écraser. Ils ont réussi avec moi, parce que tout ce qui s'est passé comme ça a été affreux pour moi. Alors maintenant, ça y est, on nous a enlevé les cheveux, on nous a enlevé les poils, alors on va nous habiller. Est-ce que, toi, est-ce que tu sais comment sont habillés les déportés? Vas-y. Comment? Si tu ne sais pas, c'est pas grave. C'est pas, il n'y a pas de note. Comment? Non, mais j'entends pas ce que tu dis. Mais ne balance pas ton micro, tu le mets devant ta bouche et tu parles. Je ne sais plus. Ah ben, je ne sais pas. Alors, il faut le passer à quelqu'un qui sait. Tu sais, toi? Oui. Eh bien, vas-y. Vous aviez des tenues quadrillées? Oh, pas comme ça. Des tenues quadrillées. J'ai des quoi? Des tenues quadrillées. Non. Oh. Tu m'aurais dit autre chose, je t'aurais dit, bah oui, tu sais. Quadrillé, mais il faut que quelqu'un qui prend le micro sache répondre. Alors, C'était des robes. comment? C'était des robes. Oui, d'accord. Comment? En carreau. Enfin, pas en carreau, c'était différent. En ligne. J'entends pas, c'est terrible. Vous m'avez mis devant, c'est gentil, mais comme moi, j'entends pas. Comment? Des lignes. Dans quel sens tes lignes? Ah ben d'accord, là, je prends ça, d'accord, c'est vrai. Les déportés politiques avaient des robes gris clair, gris foncé. Non, les juifs, on n'a pas le droit à des uniformes. On va être habillés avec les affaires que les juifs, quand ils ont été arrêtés, ont pris avec eux. Vous vous rappelez, les bagages sont restés dans les wagons. Maintenant, ils les ont amenés, ils les ont ouverts, ils les ont triés. Ce qui était bien est parti en Allemagne, et ce qui n'était pas bien, ça sera très suffisant pour les Juifs. Alors, on a des affaires, elles ne sont pas déchirées, des affaires qui ont été portées depuis des années, qui sont défraîchies, décolorées, des affaires qui sont mal coupées. Non, nous, on n'a pas de robe rayée, mais on est très, très mal habillés. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours chiffonné. Est-ce qu'on avait des culottes? Et la réponse a toujours été négative. On n'avait pas de culottes. Je ne sais pas trop comment on faisait. Hein. Bon, il vaut mieux peut-être pas le savoir. Mais s'il faut le savoir, il faut savoir qu'ils nous ont traités pire que des bêtes. Est-ce que vous savez pourquoi? Toi. Oui, toi. Non, toi. Oui. Non, je sais pas. Comment? Je sais pas. Tu sais pas. Ben, il faut en faire de passer à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse? Alors, il faut lui passer le micro, parce que, ou alors tu cries assez fort. Allez, vite. Parce que vous étiez juif? Oui, c'est exact. Donc, nous, on n'a pas le droit aux affaires rayées. Les juifs, on va les habiller avec les affaires que les déportés ont amenées avec eux dans leur bagage. Il y a ceux qui ont emmené ce qu'ils avaient de mieux, puis il y a ceux qui ont emmené ce qu'ils avaient de moins bien. Ça fait que les affaires, c'est au hasard que vous êtes habillés bien ou moins bien, mais pas toujours avec. C'était quand même jamais déchiré, mais bon, moi j'étais tombée avec une espèce de robe. J'ai pas eu de combinaison, j'ai pas eu de culotte, j'ai pas eu de soutien-gorge, j'avais juste une robe sur le dos, je me rappelle même plus. Mais enfin, elle n'était pas belle, seulement, je ne sais pas si vous avez lu le livre, j'avais une copine qui s'appelait
Simone, Jacob, on travaille ensemble. Mais la première fois, quand on est habillé, elle est à côté. On travaille ensemble. Et ce jour-là, il pleut des cordes. Et vous pensez bien que les capots, elles s'en foutent. Elles nous font travailler, pleuvoir, pas pleuvoir, tout travail. Eh bien, ce jour-là, la capot qui nous surveillait, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle en a marre d'être mouillée, peut-être. On passe devant une petite baraque qui est ouverte. Elle nous pousse là-dedans. Du coup, avec cette petite jeune fille, on est collés l'une dans l'autre. Et puis à un moment donné, on se dit, pourquoi être collés debout l'une dans l'autre? Autant s'asseoir. Alors, on s'assoit et la chaleur et la fatigue, on commence à s'endormir. La capot n'est pas contente du tout. Elle ne veut pas qu'on nous va dormir. Elle nous fait sortir de la baraque pour reprendre le travail. Elle est tombée en extase devant ma camarade. T'es trop belle, j'ai encore dans l'oreille, 3 fois de suite, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle pour rester dans un endroit comme ça, je vais te changer d'endroit, mais en attendant, tu vas avoir une autre robe, tu ne peux pas rester avec une robe comme ça, je vais t'en amener. On vient d'arriver, on ne connaît pas du tout les lois. Les lois, quand vous parlez en bien ou en mal, on doit se taire. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Et là, elle ne sait pas, Simone. Ah non, madame, moi je veux bien que vous me donniez des affaires, mais je ne veux pas partir. Je suis dans le camp, il y a ma mère et ma sœur, et je ne veux pas les quitter. Eh bien, cette capot qui a la réputation d'être très, 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 très méchante, aurait pu dire à cette demoiselle qui était Simone Veil par la suite, eh bien, mademoiselle, où est-ce que vous vous croyez? Moi, je vous donne un ordre, et puis vous suivrez. Votre mère, votre sœur, elles se débrouilleront sans vous. Eh bien, pas du tout. Eh bien, t'emmèneras ta mère et ta sœur. Donc, elles ont la chance d'aller travailler dans une usine. Et travailler en usine, c'est moins difficile que de travailler comme on a fait nous. Alors maintenant, ça y est, on est déshabillés, on va travailler. Et le travail, c'était... Je vous laisse poser des questions d'ailleurs. Ça sera mieux. Alors, les questions. Il n'y en a pas. On ne vous a pas parlé de cette période-là aussi. Ah bon. Vous savez, quand vous avez... il ne faut pas penser à vos camarades. Vous voulez répondre, vous répondez. Comment était la nourriture? Comment était la nourriture? Ah d'accord, tu commences par ça. C'est une chose qui est très rare, ça. Parce que justement, personne ne pense à me poser la question sur la nourriture. C'est assez bizarre. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, c'est toi qui commences par ça. Eh bien, le matin, on nous réveillait vers 3h30, 4h du matin, et on devait être tout de suite prêt à l'appel. Et quand l'appel était fini, alors là, il y avait la corvée d'aller chercher les tonneaux aux cuisines, et quand on ramenait ça, alors le temps d'aller jusqu'aux cuisines qui attendaient, déjà les tonneaux attendaient dehors, de prendre les tonneaux, de les amener jusque-là, un liquide chaud était devenu tiédasse. Et ce tiédasse, c'était une couleur un peu marron, on l'appelait le café. C'était pas bon, mais pour nous c'était bon, parce que si je comprends bien, c'était le seul liquide vraiment qu'on absorbait. Alors, vous aviez cette espèce de tasse de café, et puis après, il fallait partir au travail. Le travail, c'était selon la chance qu'on avait. Il y avait des travaux qui étaient plus ou moins durs. Moi, j'ai fait des travaux de terrassement, toujours. C'est-à-dire, j'ai fait des routes, j'ai emmené les rails
qui n'existait pas jusqu'à l'intérieur du camp pour faire arriver le train. Et du coup, maintenant, il n'y avait plus cet arrêt du train en dehors du camp. On était directement de train. L'endroit où on s'arrêtait avant s'appelle la Judenrampe. Et pour rappeler cette période, il y a en Pologne un wagon qui est mis sur les rails. C'est pas celui peut-être qui nous a transportés, mais c'est vraiment exactement le même. C'est-à-dire, il n'y a pas de fenêtre, il y a que... Alors c'est ça s'appelle la Judenrampe. Mais à partir du mois de mai, moi je suis arrivée là, sur la Judenrampe, mais à partir du mois de mai, mes camarades et moi qui étions dans ce commando, on a installé les rails qui amenaient le train jusqu'à l'intérieur du camp. Et du coup, alors, il n'y avait plus de Judenrampe. Installer les rails, ça ne paierait rien. Je peux vous dire que l'acier, l'hiver, c'est tellement froid que vous avez les mains qui collent après l'acier. Et puis l'été, eh ben, vous avez les mains qui brûlent en portant les rails. On a quand même installé les trains. Et voilà. Je n'ai peut-être pas répondu à la question. Ah, c'était ce qu'on mangeait. Je suis désolée. Alors, le matin, tu as un bol d'eau qui s'appelle café parce qu'il est noir. On va travailler et à midi, tu auras la soupe. Le premier jour, je me souviens, il fallait être les unes derrière les autres. La capot qui servait la soupe avait à côté d'elle une espèce de petit récipient. Elle servait la soupe. À l'époque, les boîtes de conserve, quand elles étaient ouvertes, s'oxydaient. Eh bien, elle servait la soupe avec une boîte toute rouillée qui était attachée au bout d'un bâton avec un morceau de ficelle. Elle nous servait la soupe avec ça. Si, par hasard, quand elle vous servait la soupe, il y avait quelque chose dedans, eh bien, elle ne se gênait pas, la capot, pour le prendre. Et devant moi, la camarade que je connaissais à peine se fait servir, et justement, dans la louche, il y a un petit morceau, peut-être de viande, peut-être de légumes. Qu'est-ce que fait la capot? Elle le prend, elle le met dans sa... Ah, ben non, c'est à moi. Ah, mademoiselle, c'est à toi. Mademoiselle a de la soupe à elle. Eh bien, elle lui a pris sa petite ration qu'on attendait depuis le matin et elle l'a jetée par terre. Puisque c'est à toi, mademoiselle, eh bien, lèche-moi. Eh bien, moi, j'avais tellement peur quand j'ai vu ça. J'ai dit, elle a qu'à se laver les mains dans ma soupe, moi, je dirais rien. Il fallait rien dire. Il fallait se laisser commander, il fallait se laisser martyriser. C'était comme ça. Alors, ça, c'est le midi. Le soir, on a une distribution plus résistante. Alors, je fais hurler des camarades parce que je dis... alors, normalement, le soir, on a la ration de pain avec un petit bout de... Une semaine, c'est un petit bout de margarine, mais vraiment, la petite plaque de beurre qu'on vous donne maintenant, vous voyez, eh bien, c'est ça. Toute petite plaque de beurre, c'est de la margarine. Sur une tranche de pain. Alors, le pain allemand, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu les pains de... Quand il y a les pains de cérémonie maintenant, c'est des pains qui sont grands comme ça, carrés. Eh bien, on avait 1/5 de ce pain comme nourriture pour toute la journée. Alors, alors voilà, le pain et le petit morceau de margarine ou le pain avec une petite tranche de saucisson. Je fais hurler les gens quand on dit qu'il y avait un supplément. Mais peut-être que ceux qui travaillaient, comme moi, les travaux de terrassement, et que les nazis trouvaient que c'était un travail dur, peut-être que nous, on avait le droit à un petit supplément. Et jamais je n'ai touché au supplément. Le supplément, c'était ou une tranche de margarine ou une tranche de saucisson. Eh bien, on m'avait donné la combine. Tu vas
il y avait quand même un hôpital. Et quelquefois, les médecins de cet hôpital avaient pitié de quelqu'un qui était malade et qu'il fallait quand même renvoyer pour travailler. Alors, ils les mettaient dans une baraque de convalescence, si vous voulez. Et cette baraque de convalescence, eh bien, on les nourrissait mieux pour les retaper, pour pouvoir aller retravailler. On m'avait donné la combine, tu vas là-bas, et ce que tu as reçu là, comme supplément, tu présentes. Ils te donneront à la place leur ration supplémentaire. Ah ben naturellement, moi je me suis dit, autant que j'aille chercher leur ration supplémentaire, parce que quand j'aurais mangé mon petit bout de saucisson ou mon petit bout de margarine, ben après, ça va pas si vite. Tandis que si j'ai une ration importante de quelque chose, j'aurai l'estomac plein. Donc je vais dans cette baraque et je présente aussi. Alors je tombe sur quelqu'un, elle est d'accord, et qu'est-ce que c'était que cette ration supplémentaire? Eh bien, ces nazis sont tellement ignobles qu'aux malades, au lieu de leur donner des pommes de terre en robe des champs, eh bien, ils les faisaient tellement cuire qu'il n'y avait plus, toute la chair de la pomme de terre était partie avec l'eau et il ne restait que les épluchures. Eh bien, ces pauvres femmes, pour se retaper, mangeaient les épluchures. Eh bien, moi, j'amène la petite ration supplémentaire et du coup, j'ai eu droit à une grosse poignée d'épluchures. Oh, j'avais fait un gueuleton. Maintenant, c'est simple, maintenant, on mange les pommes de terre avec les épluchures. Mais dans le temps, ça ne se faisait pas. Et puis le soir, eh ben, le soir, c'était une soupe. Là encore, pareil, si vous aviez la chance, si la capo ne remuait, là c'était la Blokova le soir, si la Blokova était honnête, elle remuait le tonneau de soupe et on avait un petit peu de légumes, mais comme ce n'était pas le cas, eh bien encore une fois, on met de l'eau qu'on appelait la soupe, mais quand même, c'était quand même un peu tiède, et ça, on y tenait quand même s'il n'y avait pas de légumes. Souvent, on cherche à maigrir. Ça me fait rire parce qu'il y a des émissions à la télé à ce moment. Moi, j'ai maigri 1 kilo. Moi, j'ai maigri. Eh bien, moi, j'ai perdu 40 kilos en 15 mois. Je pesais 66 kilos quand je suis rentrée dans le camp. Je suis revenue, j'en pesais 26. Vous voyez, c'est un bon régime pour maigrir. Voilà. Alors, quand j'ai posé la question, est-ce que vous savez pourquoi que tout ça est arrivé? Je n'ai pas eu de réponse. Mais moi, je voulais donner. C'est la haine. Hitler haïssait les Juifs. Et c'est pour ça que tout est arrivé. Et j'espère que vous, qui m'écoutez, si vous avez dans la tête « Ah, j'aime pas cela. Ah, j'aime pas cela. » Eh bien, rappelez-vous, ah, Ginette, elle a souffert à cause de ça. Et j'espère que même si on n'aime pas, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais au moins qu'on accepte les autres, qu'on les accepte avec leur religion, avec leur couleur de peau. C'est pas la même pour tout le monde, mais on est des êtres humains, tout simplement, et on doit vivre ensemble en se supportant. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes, c'est assez difficile d'avouer qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est de couleur différente, parce qu'il est de religion différente, on n'ose pas trop le dire. Mais une fois, moi, j'ai demandé à un jeune homme, je posais cette question, il était devant moi comme vous, là, et je voyais qu'il levait la main, naturellement, sans lever la main très haute. Je dis, je te vois, toi. Tu es en train de lever la main, mais tu n'oses pas la lever. Ben oui, c'est parce que moi, je connais quelqu'un qui n'aime pas les Juifs. Eh bien, c'est ce que je demande. Ah, ce ne sont pas mes parents, mais je ne te demande pas qui c'est. Je te demande si tu connais. Tu connais? Ah oui, est-ce que tu sais pourquoi?
Ah oui, eh bien ça m'intéresse. Alors, pourquoi qu'il n'aimait pas les Juifs, cette personne qu'il connaissait? Parce qu'ils étaient tous riches. Eh bien, s'il y en a un parmi vous qui pense la même chose, s'il y en a 2, 3 qui pensent la même chose, mais oui, c'est vrai, les Juifs sont riches. Eh bien, comment peut-on imaginer que des gens, parce qu'ils ont la même religion, sont tous riches? Mais c'est impossible de penser ça. On a tant soit peu de cervelle. On est 400 000 ou je ne sais pas combien dans le monde, et 400 000 personnes sont tous riches. Mais non, c'est comme chez les catholiques, c'est comme chez les protestants, c'est comme chez les musulmans. Et il y a des gens qui ont de l'argent, et il y a des gens qui n'en ont pas. Voilà, c'est tout. Alors, n'allez pas chercher plus loin. En tous les cas, ce que j'espère, c'est que vous vous rappellerez qu'on n'a pas le droit de détester son voisin parce qu'il n'a pas la même couleur. Qu'on ne s'aime pas, on n'est pas obligé de s'aimer, mais qu'on s'accepte. Et ça s'appelle la tolérance. Et j'espère que vous êtes tolérants. Voilà. Mais si vous avez des questions, moi j'en veux. Eh ben, allez-y. Si vous pouvez changer une journée de votre histoire, ça serait laquelle? Je suis désolée. Hein. Si vous pouvez changer une journée de votre histoire, ça serait laquelle? Quand j'en ai pas. Toutes les journées sont. Voilà. Elles étaient toutes pareilles. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Travail, travail, travail. Et c'était pas un travail de trop. Alors maintenant, quand on travaille, on touche de l'argent. Nous, quand on travaillait, on nous payait à coups de bâton. A-t-il été difficile de retrouver votre nom et votre identité après avoir été appelé par un numéro? Je ne me rappelle plus si on nous appelait par notre numéro. Mais de toute façon, ils n'avaient pas besoin de nous appeler. Ils nous poussaient, comme dire. Moi, je ne me rappelle pas qu'on m'appelait par mon numéro. Peut-être que oui. Mais mon numéro, il est inscrit dans mon front, il est inscrit sur moi. J'ai eu la bêtise quand, je me souviens, j'allais à la piscine, on avait des casiers, je mettais mon numéro de casier avec du papier, puis après le papier était tout mouillé, donc j'avais du mal à retrouver ma baraque. J'avais jamais pensé à prendre les numéros de mon tatouage. Quand on m'a demandé, je vais chercher une carte bleue, ah ben cette fois-ci, je prends le numéro, je n'oublierai pas comme ça. Ah non madame, on n'a pas le droit. Donc mon numéro me sert simplement quand j'ai des casiers à ouvrir. Mais il est bien inscrit dans ma tête. Comment étaient les baraques au camp de concentration? Comment étaient les baraques au camp de concentration? J'ai du mal à vous les décrire, c'est des baraques en bois. Ce qui est dommage, j'avais des documents, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je les ai perdus. C'est des baraques en bois. Je ne peux même pas dire qu'on voit les mêmes maintenant dans les fêtes ou les foires, on n'en voit pas. C'était, je ne sais pas comment décrire. Vous savez, quand on est gamin, on fait une maison, il y a le toit, et puis il y a les murs, c'était ça. Et alors, à l'intérieur, il y avait des espèces de carrés qui faisaient, vous voyez la taille de cette table, hein, et sur 3 niveaux. Alors, à 60 cm, on ne pouvait pas être assise. Hein. Si vous étiez assis, vous aviez les genoux, vous aviez la tête sur les genoux. Alors, vous aviez 3 niveaux comme ça. Hein. Et dans un lieu comme ça, il y avait
3 paillasses. Et on était 6 par paillasse. Ça veut dire qu'on est tête bêche, comme dans une boîte de sardines. Et la paillasse avait servi depuis tellement d'années qu'au début, s'il y avait beaucoup de paille dedans, eh bien, quand nous on est arrivés, il n'y avait plus que l'enveloppe. Et l'enveloppe, qui avait tellement servi, ben, elle n'avait plus de couleur. Alors qu'avant, certainement, c'était une couleur de paille, bien dorée. Ben là, maintenant, je vous dis, même un chien n'aurait pas dormi dedans. Mais la première fois qu'on s'est couché, vous avez des vêtements qui ne sont pas beaux, ben vous déshabillez quand même, on ne dort pas tout habillé. Et bien le matin, quand on vous a réveillé et qu'on vous a dit tout de suite, il faut être dehors à l'appel, et ceux qui n'étaient pas dehors à l'appel tout de suite, ils recevaient des coups, eh bien, on l'a compris, il ne fallait pas se déshabiller. Ça fait qu'on avait des affaires, on ne les a jamais changées, on dormait avec, on travaillait avec, elles n'étaient pas lavées. Elles étaient quand même, une fois de temps en temps, mais je ne sais pas quel rythme, on les passait à la vapeur, on la désinfectait. On était contents ce jour-là. C'est sûr, on était nus en attendant, on était dehors, et quand ils nous les rendaient, elles étaient encore mouillées par la vapeur, mais c'était chaud, ça nous faisait du bien. Les nazis avaient très très peur de la gale, parce qu'ils habitaient en famille autour dans Auschwitz. Donc, si la gale, c'est une maladie de peau qui est très très, comment dire, qui s'attrape très 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 vite. Donc, quand il y a la gale dans un coin, vous pouvez sortir tout le monde à la gale. Donc, ils avaient tellement peur de ça, qu'ils ramènent la gale dans leur famille, que de temps en temps, on passait à la désinfection. Donc, ce produit anti-gale, eh bien, il nous lavait un peu. Et pendant des mois, allez-y. Êtes-vous très fier de votre fils? Êtes-vous très fier de votre fils? Ben, naturellement. Demande à quel moment on est toujours fiers de nos enfants, tu sais, même quand ils ne sont pas artistes. Et mon fils est devenu connu comme batteur. Et avant d'être connu comme batteur, je peux dire qu'il a quitté ses parents. Alors, si vous avez une vocation, il faut aller jusqu'au bout, mais quand même faire des études. Aviez-vous le droit d'envoyer des messages à l'extérieur quand vous étiez Non. Les prisonniers de guerre avaient le droit, les déportés politiques, peut-être, j'en sais rien, avaient le droit, mais les juifs, non. Non, les juifs, on avait le droit que d'être tués. Si on a survécu, c'est parce que Hitler a fait toute la guerre. Il y a dans le fond, il y a un petit doigt là, il y a 5 doigts qui se lèvent. C'est bien, hein. J'aime bien quand il y a des questions. Avez-vous eu du mal à avoir un contact avec les Allemands ou tout simplement la langue allemande? Il faut me traduire. Avoir un contact avec la langue allemande. Oh, j'ai pas eu du mal à avoir un contact. Moi, j'ai pas parlé du tout l'allemand, mais je comprenais le peu qu'il fallait comprendre, je le comprenais. Mais par contre, pour parler, il n'y avait pas à parler. Si j'avais parlé, j'aurais pu parler, peut-être que j'aurais pu parler avec des copines, mais on ne se parlait pas entre nous. Tout au moins quand on était à Birkenau. J'ai fait un autre camp après, un autre camp qui s'appelait Bergen-Belsen, et là, ça a été tout à fait différent. Allez-y. Est-ce que c'était plus dur l'hiver ou l'été au camp? C'était plus dur l'hiver ou l'été? Vous savez, quand il fait moins 25 et qu'il faut travailler, il le faut, on sait les coups, donc, mais c'est aussi dur à moins 25 qu'à plus 40. Et j'ai vu des camarades qui avaient des peaux de rousse,
des pots de blonde, ils ne nous donnaient pas de brossellaire ou pas, vous pensez bien. J'ai vu des jeunes filles avec des cloques comme je n'ai jamais vu. Et naturellement, ces cloques, c'était la brûlure. Et bien, dès qu'elles crevaient, eh bien, ça faisait des plaies. Parce qu'on était tellement sale, tout ce qu'on touchait était tellement sale, le moindre petit bobo devenait une plaie purulente. Et quand vous aviez une plaie purulente, c'était la chambre à cancer. Combien de temps travaillez-vous au camp de concentration? Moi, je suis restée 15 mois à travailler 12 heures par jour. Vous avez fait quoi quand vous êtes revenu à Paris? Quand je suis revenue à Paris, d'abord, mes soeurs, ma mère m'ont soignée, et puis au bout de 1 an et demi, 2 ans, je ne me souviens pas, eh bien, je suis décidée d'arrêter de me faire chouchouter par ma mère et mes sœurs, et j'ai décidé de me mettre au travail, et du coup, j'ai fait les marchés. J'avais été habituée par Hitler à travailler par n'importe quel temps dehors, et bien, mes marchés, c'est tellement ça, c'est ça, par n'importe quel temps on est au travail. Quel souvenir vous avez le plus marqué dans toute votre vie? Quel souvenir vous avez le plus marqué dans toute votre vie? La nudité, c'était pas un bon souvenir. Et je peux même pas dire que le souvenir de quand j'ai été libérée, parce que j'étais très très malade. Heureusement d'ailleurs que la guerre s'est terminée, parce que si j'avais été malade de cette façon avec les nazis, moi aussi c'était la mort. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Quelle était votre réaction quand vous avez revu votre mère et vos sœurs? Quelle était votre réaction quand vous avez revu votre mère et votre sœur? Je crois que je n'ai eu aucune réaction. Je m'y attendais parce que j'avais rencontré quelqu'un à Lyon où l'avion nous avait déposés, et à Lyon, j'ai appris que ma mère et mes sœurs étaient vivantes. Donc, la surprise et la joie, je l'ai eue à Lyon. Donc, quand je suis arrivée à Paris, et puis il faut dire aussi que moi, maintenant, j'ai plus trop de sentiments. La joie, la peine, c'est pareil. Regrettez-vous de ne pas avoir témoigné avant 2000? Regrettez-vous de ne pas avoir témoigné avant 2000? Ah non, non, moi je ne regrette rien. C'est moi qui l'ai voulu. Hein. Et puis si moi je n'ai pas témoigné, d'autres l'ont fait avant moi. Alors, parce que là, tous tels que vous êtes devant moi, ce que j'espère, c'est que vous deveniez des passeurs de mémoire. Alors, vous voyez, ça fait déjà pas mal, même s'il y en a que la moitié qui parle, c'est déjà pas mal, mais comme je ne suis pas toute seule, maintenant on n'est plus beaucoup à parler. Vous savez, cette histoire que je vous raconte, elle s'est passée il y a 80 ans. Et quand on avait moins de... Tiens, qui est-ce qui a moins de 15 ans ici? Eh bien, vous auriez vécu à l'époque, à mon époque, vous auriez eu ma religion, eh bien, on vous aurait tué. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a tué? Levez-vous, ceux qui avaient moins de 15 ans. Regardez comment vous êtes. Automatiquement, vous avez moins de 15 ans, c'est la mort.
on vous aurait tué. Simplement parce que vous étiez juif. Est-ce que vous réalisez ce que ça peut faire, la haine? Rasseyez-vous. Hein. Je n'ai jamais vu autant de moins de cerveau. Et c'est terrible de regarder ça. Parce que malheureusement, moins de 15 ans, mon frère et mon neveu étaient dans le lot. On les a tués et mon père. Et les hommes, je ne demande pas, les hommes c'était moins de 50 ans. Alors s'il y a des hommes, je vois 2 personnes. Vous aviez 50 ans? Non, je ne crois pas. Vous n'êtes pas si vieux que ça. Eh bien, les hommes étaient moins de 50 ans, on les tuait. Ils estimaient, ils voulaient bien laisser les Juifs vivre que si ils étaient capables de travailler. Alors, il ne faut pas croire, ça c'était la première sélection, mais quand vous rentriez dans le camp, parce que ils avaient décidé que vous étiez capable de travailler, ben, il arrivait à un moment donné où les gens étaient malades, avaient des bobos, des boutons, mais il y avait des sélections, on pensait, nous, que si on avait fait la première sélection, on était sauvés, mais pas du tout. Dans le camp, quand ça leur prenait, allez, on fait sortir de la baraque tous ceux qui y sont, on les met nus, et là, vous repassez encore une sélection. Et là encore, si vous êtes maigre, si vous avez, alors, ils craignent les bobos, les boutons, vous avez des bobos, vous avez des boutons, c'est contagieux, vous avez une plaie, et bien une plaie, comme on ne les soigne pas, les plaies, il n'y a rien, et on est dans la saleté, la plaie devient tout de suite quelque chose de suppurant, tout ça. Allez, tu ne peux pas travailler si tu as quelque chose comme ça sur le corps. Allez, un bouton peut vous emmener à la chambre à gaz. La mort dans le camp mais attention, c'était dans le camp de Birkenau. Le camp de Birkenau était un camp de la mort. On y allait pour y mourir. On a eu de la chance, en novembre 1944, je n'ai pas voulu aller au travail parce que malheureusement, on m'avait retiré de ma baraque et je n'avais plus aucune Française avec moi. Donc, je ne parlais pas un mot d'allemand. Donc on m'emmène au travail. Je refuse d'aller au travail, je me cache. Je me suis fait rattraper. On m'a frappé, on m'a battu et puis on m'a quand même mis dans le rang pour aller travailler. Mais du coup, je ne suis plus non plus avec... J'avais un groupe d'amis, on ne se parle pas dans le camp. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je ne me vois pas en train de parler. Mais j'étais avec elle, et bien là, plus rien. Plus de française, et moi je ne parle pas un mot d'allemand, ni un mot de yiddish, je ne sais pas toi des juifs, moi je ne parle pas. Donc je suis désespérée. Et le matin, je ne veux pas aller travailler, on me retrouve, on me frappe et on me met quand même pour partir au travail. Je vous dis que j'ai de la chance. Le dernier rang du commando, c'est un groupe de travail. On passe devant les officiers qui nous dirigent, soit vers ci ou soit vers ça. Le dernier rang, allez, demi-tour. Alors, demi-tour, ça ne veut pas croire qu'on va rester dans les couchers. Non, quand on ne travaillait pas, il fallait rester debout devant la baraque à attendre que les copines qui étaient parties travailler reviennent. On savait très bien qu'on ne resterait pas debout tout le temps. On savait très bien qu'il y aurait toujours quelqu'un pour faire le guet, et pendant ce temps-là, l'autre allait coucher, elle s'assoit, elle se repose. Eh bien, dans la matinée, alors que moralement on s'apprêtait à faire ça, eh bien, un haut-parleur, toutes les personnes qui ne sont pas au travail doivent se retrouver à l'endroit où les trains arrivent. On se retrouve avec les trains qui arrivent. Il y avait un groupe de Françaises, je me faufile pour
pour être avec eux, mourir pour mourir, je mourrais avec des Français. Eh bien, il y avait un train qui était là, les wagons vides, ouverts. Il venait d'amener des Hongroises. Eh bien, on nous a mis dans ce train, toujours avec les mêmes conditions de voyage, et on est arrivé à Bergen-Belsen. Et Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration. Pourquoi ils nous ont emmenés là, on ne le saura jamais. Il n'y avait pas de fichier pour nous commander, il n'y avait personne pour nous commander. C'était commençait la débâcle des Allemands. Ils ont pris parmi nous une personne qui parlait allemand, elle, et ils l'ont nommé chef. Et du coup, on était peinards, c'est elle qui nous dirigeait, c'était voilà. Et j'ai eu la chance, à Bergen-Belsen, de voir arriver des dirigeants d'usine qui avaient besoin de personnel. Tous les Allemands qui étaient capables de tenir un fusil devaient être au front, mais les usines, il fallait qu'elles tournent, donc ils ont pris des déportés pour faire tourner les usines, et j'ai eu la chance de partir travailler dans une usine à Ranun. Là, ça a été vraiment la chance. Je crois que si je suis là, c'est grâce à ça. Parce que quand on était en usine, on était considérés naturellement comme des Juifs. On n'avait pas le droit de vivre exactement comme les ouvriers qui vivaient là. Mais le contremaître, quand on est arrivé, nous avait bien prévenu, vous n'avez pas le droit de manger à la cafétéria, vous êtes juif, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, vous irez vous manger que quand vous serez le soir dans vos baraques. Bon, ben, il faut faire ça, on fera ça. Mais à l'heure du repas, quand les ouvriers ont repris leur travail, le contremaître a eu pitié de nous et nous a permis d'aller nous reposer un petit peu. Moi, reposer, c'est dormir. Je commence déjà à piquer du nez et à dormir. Mais j'ai une copine, elle n'est pas comme moi, elle ne cherche pas à dormir, elle cherche à trouver quelque chose. Et elle fouine, elle regarde, elle tombe sur la poubelle. La poubelle avec des épluchures dedans. Vous vous rendez compte la chance qu'elle a eue. Elle prend la poubelle, elle la met à portée de se nourrir, et la vague qui commence à se goinfrer en vitesse. Mais les autres copines, quand elles ont vu ça, ah, tu ne crois pas que tu vas manger les épluchures pour toi tout seul. On s'est rassemblés autour de cette poubelle et on commence à se battre à qui attraperait une épluchure. Et quand les ouvriers ont vu qu'on se battait pour la poubelle, eh bien, je travaillais avec une Hongroise, j'aidais un vieil Allemand, je ne sais pas trop ce qu'il fabriquait, on mettait des plaques de métal qu'on badigeonnait à la circonférence, on montait cette plaque jusqu'à sa machine, il ne nous donnait pas de gants, hein. On se blessait, et et lui, avec un levier, il transformait cette plaque en quelque chose de rond. Et bien, quand il a vu qu'on avait si faim, tous les matins, en douce, il nous cachait un petit morceau de pain avec un petit bout de fromage, avec un petit bout de viande, un petit bout de charcuterie. Peut-être pour ça que je fais un merci, monsieur. Est-ce que vous aviez le droit à l'eau? Ah, à l'eau? Non, on n'avait pas le droit, mais il n'y en avait pas. Mais attention, à Birkenau, hein, à Bergen, c'était différent. Mais à Birkenau, il n'y en avait pas, on ne pouvait pas avoir le droit. Et quand on allait au lavabo, alors il y a bien, j'emmène un groupe visiter Birkenau et je passe dans une salle où il y avait un grand lavabo avec un tuyau et des petits trucs qui tombaient du tuyau. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et quand j'en ai parlé au retour à des copines, vous connaissiez cet endroit-là? Ah, ben oui, nous, on se levait la nuit pour aller se laver. On n'avait pas le droit de sortir des baraques la nuit.
si vous vous faisiez prendre, c'était affreux. On vous battait jusqu'à ce que vous soyez évanouie ou morte. Donc moi, j'ai jamais... D'abord, je dormais. Je ne pouvais pas essayer. Il n'y a qu'une fois que j'ai les intestins en débandade. Si je me laisse aller, je vais salir les voisines qui sont à côté de moi et même celles qui sont en dessous. Parce que la paillasse, je vous ai dit c'était pas une paillasse, on couchait sur le bois. Donc, j'ai une colique affreuse, donc je me retiens le plus possible et je vais dehors. Et dehors, je vois arriver une sentinelle. J'ai tellement eu peur, parce qu'on n'a pas le droit d'être dehors. Donc, je me suis jetée sur le côté, mais je n'avais pas vu qu'il y avait des fils de fer barbelés. Je me suis esquinté toute la jambe et ça a été très très long à guérir. Et ça, j'ai encore un souvenir. Aviez-vous repris contact avec Simone Veil après la guerre? Si oui, comment ça s'est passé? J'ai eu des contacts avec Simone. C'est pas moi qui ai eu contact. J'étais avec une petite jeune fille que j'ai toujours été avec elle. La prison d'Avignon, la prison de Marseille, à Drancy, même dans le commando. Toujours, on a été ensemble. Mais elle est beaucoup plus jeune. Elle avait 14-15 ans, moi j'en avais 19. Donc elle avait des copines de son âge, et moi j'étais de mon côté. J'apprends qu'elle est... J'ai une copine qui est survivante. Je savais qu'elle travaillait dans un endroit, donc j'ai été dans cet endroit. En mairie, naturellement, j'ai retrouvé la mère, j'ai retrouvé la fille, et elles m'ont parlé de Marceline, cette copine. Et Marceline, un jour, se promène sur boulevard Saint-Michel, et elle tombe sur Simone, qui s'appelait Simone Jacob. Elles ont très sympathisé, ça a été des copines de tout le temps après. Hein. Mais moi, je connaissais Marceline, mais je ne connaissais pas Simone. Donc, quand elle a commencé, Marceline a fréquenté Simone, eh bien, moi aussi, j'ai eu l'occasion de voir Simone. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même quand elle était avec des présidents de toute l'Europe, eh bien, une copine de déportation s'approchait de Simone, elle laissait tomber tous ces grands présidents et elle venait dire bonjour à sa commune de déportation. Elle n'a jamais oublié qu'elle avait été déportée. Et malheureusement, j'ai surtout, elle m'a décoré de la Légion d'honneur, et c'est là que je me suis aperçue que quelque chose n'allait pas. Peut-être que c'était bien avant qu'elle n'était pas bien, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Alors que là, j'ai vu, c'est son mari qui est obligé de lui dire « Alors, qu'est-ce que tu attends pour lui donner la médaille ?» Elle perdait la tête. C'est triste qu'une femme comme elle ait terminé avec cette maladie. Mais vous voyez, dans la maladie, on est tous égaux. Bonjour. Oui, bah, bonjour. Ça m'a touché. Bonjour. Redoutiez-vous les retrouvailles avec les membres de votre famille qui ne sont pas allés au camp? Redoutiez-vous les retrouvailles avec les membres de votre famille qui ne sont pas allés au camp? Ah, j'ai jamais regretté. Et j'ai été accueillie comme je suis rentrée sans dire « toi, t'as pas été » et moi, j'ai été. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Non, j'ai eu la malchance d'être arrêtée. Elles ont eu la chance de ne pas l'être. C'est jamais eu cette idée-là. Encore maintenant, je ne dis pas à ceux qui sont survivants. Moi, j'ai une question. Quelle a été la relation que vous avez eue après la déportation avec la culture juive ou la religion juive? Alors, religion, culture, il y a beaucoup de mots, beaucoup de paroles, il y a toujours des grandes discussions là-dessus.
moi, je ne suis pas du tout pratiquante. Moi, je ne suis pas du tout avec Dieu, pas Dieu. Je suis désolée si j'ai dit ça devant des personnes qui croient en lui, ils ont raison. Mais moi, je n'ai pas tort. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Mais moi, je ne suis pas pratiquante. Quand un catholique n'est pas pratiquant, on dit qu'il est athée. Mais moi, je suis juive et je crois que même si je ne pratique pas, je resterai juive. Mais ça ne me gêne pas. Et comment se traduit en fait ce sentiment d'appartenance? Ben, alors là, c'est encore une bonne question parce que, ma foi, est-ce que c'est parce qu'on fait des prières qu'on est juif? Est-ce que. Je ne sais rien, il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à ça parce que moi-même, je n'en ai pas. Hein. Et demande à tous les juifs non pratiquants, je crois qu'ils ne sauront pas répondre. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué après les camps? Ah oui, au camp. Comment? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans les camps? Bah, tout. Il y a tout, on ne pouvait pas se laver, on nous frappait, on manquait de nourriture. Dans les camps, j'ai vécu comme un automate. Je pensais à rien, je vivais comme une bête qui attendait sa nourriture. Je ne sais même pas si une bête vivait mieux que moi. Non, j'ai jamais eu tout ça. Les rares fois où on pouvait se reposer le dimanche, ils nous donnaient toujours des punitions à faire, donc on n'était jamais libre. Mais quelquefois, j'arrivais à ne rien faire un dimanche après-midi et essayer de me rappeler le visage de mes sœurs, de ma mère. Impossible, impossible. Le cerveau était bouché, il ne travaillait plus. Je ne sais pas si on peut croire qu'un cerveau cesse de travailler, mais le mien avait cessé de travailler et j'en suis contente. Parce que tous les intellectuels, tous ceux qui avaient un peu de culture et qui cherchaient des réponses, mais il n'y en a pas. Vous avez affaire à la méchanceté, à la haine. Il n'y a pas de réponse à ça. Donc, ces pauvres gens qui cherchaient une réponse et qui n'en avaient pas, ben, ils ne sont plus là. Comment les soldats alliés sont-ils rentrés au camp et comment ont-ils Alors, réussi? c'est une très bonne question, mais je pourrais alors là pas répondre du tout. On arrive en avril 1945, je suis à côté je suis très très malade, on va me soigner. Je suis vous voyez, c'est terrible parce que maintenant je perds vraiment la tête. Je suis dans un camp, mais j'étais très mal. On m'a soigné pendant 1 mois. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais avec une amie française. On est toutes les deux, on est en tenue d'hôpital et on apprend qu'un camion, dans l'après-midi, rapatrier des Françaises. Comment on s'est trouvé dans ce camion, je ne saurais pas vous dire, mais on y était. Ce camion s'est arrêté en route pour dormir. Je me souviens qu'il y avait des lits de camp. Je me souviens qu'une dame a forcé une armoire dans ce château. C'était un château. Elle a forcé une armoire. Elle a sorti un drap. Elle l'a coupé pour nous cacher nos crânes rasés, parce qu'on n'avait plus de cheveux, du fait qu'on avait des poux qui nous avaient rasés. Et donc, on a dormi la matinée, je veux dire la nuit, le matin, on a retrouvé notre camion. Cette fois-ci, on avait quelque chose sur la tête qui nous protégeait, et on s'est
avec ce camion nous a emmenés à Tilsen, en Tchécoslovaquie. Là, il y avait un aéroport. J'ai fait le baptême de l'air sans me rendre compte que j'étais dans un avion. On a atterri à Lyon. À Lyon, on nous a emmenés dans un centre d'accueil. Et dans ce centre d'accueil, il y avait des chaises. On s'est installés. Il y avait des gens qui venaient nous voir, qui amenaient de l'argent, de la nourriture, des friandises. Ceux qui avaient de l'argent et qui n'étaient pas malades partaient s'acheter ce qu'elles avaient envie. Moi, je suis très mal. Les personnes qui étaient très malades, on leur propose l'hôpital. Je suis d'accord, parce que pour moi, je n'ai pas de famille. Tout le monde on était dénoncés, elles ont été arrêtées aussi. Donc, je pense que j'ai plus personne. Et les gens passaient devant nous avec des photos, avec de l'argent. Il y en a une dame qui passe, elle s'arrête devant moi, surprise, et elle trouve que je ressemble à mes sœurs. Mais t'es une fille Charkaski, toi? Oui, je me rappelais de mon nom. Ben oui, elle m'apprend, ta mère, tes sœurs sont vivantes et elles sont dans l'appartement que vous aviez. Vous pensez bien que l'hôpital m'attend encore. Je suis sortie de l'hôpital. Comment je me suis retrouvée à la gare, je n'en sais rien. En tout cas, je le suis. J'ai pris un train. Ce train nous a emmenés le matin, nous a déposés le matin à Paris, gare de Lyon. Là, j'ai pris l'autocar je voulais aller chez moi. J'aurais pris le métro. Non, il fallait aller à l'hôtel Lutetia pour déclarer notre présence, notre retour. Je le savais, ça. Donc, quand j'étais à Lyon, j'ai téléphoné à mes sœurs, venez me chercher à l'hôtel Lutetia. Moi, je suis à l'hôtel Lutetia le matin. Elles ne sont pas là, je n'ai pas la patience d'attendre. Il y avait des autobus qui nous amenaient dans les quartiers où on voulait aller. J'ai pris celui où je voulais aller. C'est boulevard Beaumarchais. Il m'a arrêté boulevard Beaumarchais. J'ai reconnu ma rue. Ah tiens, elle a changé de nom. Avant, elle s'appelait rue d'Angoulême. Maintenant, j'habite rue Jean-Pierre Tabot. Je prends la rue Jean-Pierre Tabot, j'arrive devant mon immeuble. Maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Les portes cochères sont fermées, il faut des codes. Et là, ce n'était pas pareil. Elle est ouverte. Elles étaient ouvertes depuis le matin jusqu'au soir. Eh bien, je rentre. La concierge qui était là il y a 3 ans est dans la cour. Elle me voit. Gilbert. Mais non, je ne suis pas Gilbert. Je suis Ginette. Eh bien, ta mère t'attend. Alors, naturellement, elle ne m'avait pas reconnue. J'avais les cheveux rasés. On m'avait mis sur le dos une veste de soldat parce que j'étais tellement maigre, ils ne voulaient pas que je voyais cette maigreur. Donc, je monte les escaliers, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, je ne sais plus pleurer. Je n'ai pas dû pleurer. Mais est-ce que ma mère a pleuré? Moi, je ne pense pas. Ma mère était illettrée, elle ne lisait pas les journaux, elle n'allait pas au cinéma. Il n'y a qu'au cinéma qu'on voyait aux actualités, les déportiques qui rentraient tant qu'elle était rentrée. Comme elle ne voyait pas tout ça, elle est surprise de voir sa fille dans cet état. Donc, la surprise, elle n'a pas dû pleurer, je n'en sais rien. Elle n'a pas dû pleurer, et en même temps, j'ai fait quelque chose, j'ai toujours le remords d'avoir fait ça, c'est que ma mère, naturellement, me dit, après qu'on se soit embrassé, et elle m'amène devant le canapé, et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert.
vous savez bien que papa et Gilbert ont été gazés. Donc, mais non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et de Gilbert. On les a gazés, on a brûlé leur corps. Comment ai-je pu faire ça à une mère, à une épouse? J'avais plus de sentiments, j'ai vécu tout ça, eh bien elle aussi, elle peut savoir. Alors, est-ce que ma mère a pleuré? Je ne sais pas. Quand il n'est pas, elle l'a su tout de suite. Maintenant, j'ai du remords, parce que j'aurais pu lui annoncer ça d'une autre façon, moins brutale. Mais les sentiments, quand on a vécu à Birkenau, vous savez, on n'en a plus beaucoup. Enfin, moi, j'en ai plus. On va prendre une toute dernière question. Comment faisiez-vous pour vous endormir dans les baraquements? Comment? Vous faisiez pour vous endormir? Oh, ben ça, un pied dans la baraque. En tous les cas, moi, je dormais. Je ne sais pas les autres, mais j'étais tellement fatiguée qu'à peine couché, on dormait. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on était collés à des gens qui étaient sales. On avait des couvertures qui étaient sales. On dormait sur les planches avec des enveloppes de traverse je me rappelle plus du nom, qui était sale. On n'était que dans la saleté. Si j'avais pas dormi, j'aurais peut-être pensé à tout ça et ça aurait été la catastrophe. Merci beaucoup, Madame Kolinka. Tous les élèves du collège ont préparé une petite surprise pour vous. Donc, je laisse Madame Payette s'installer. Est-ce que je la mérite? Oui. Un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, bruit des pas et bruit des armes
sentinelle jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer. Merci de m'avoir écouté.